avec du retard. Donc, ceci est la deuxième partie, puisque la dernière séance, on a déjà parlé complément. Cette séance précédente était dédiée uniquement à l'utilisation de l'anticorps monoclonal anti-C5 qui à l'AMM pour certaines pathologies. Et donc là, je voudrais ouvrir dans ce cours-là sur la potentialité de cibler le complément dans d'autres pathologies et principalement dans les pathologies auto-immunes. Donc, on a déjà vu le système du complément, cette diapo juste pour vous rappeler les 3 voies d'activation avec les spécificités d'activation de chacune des voies. Donc, pour la voie classique, les immunoglobulines, pour la voie des lectines, les carbohydrates bactériens. Et puis, pour cette voie alterne, qui est un système de surveillance qui marche à bas bruit en permanence, qui est prêt à démarrer 24 heures sur 24 et, si nécessaire, à s'amplifier. Donc, à faire une boucle pour démarrer réellement. L'objectif donc de cette activation, eh bien, c'est le clivage de C3 en une molécule C3b qui est une opsonine, donc qui a la capacité de se fixer de façon covalente sur n'importe quelle surface. Ici, il s'agit d'une surface bactérienne, et donc sur cette surface, la voie finale commune va pouvoir être activée et aboutir à la formation du complexe d'attaque membranaire, qui va créer un trou à travers la membrane cytoplasmique et induire la lyse de la cellule cible. Donc, ce système du complément, heureusement, est régulé pour éviter qu'il y ait une activation sur nos propres cellules, avec des activateurs en rouge qui sont présents, circulant dans le plasma et dans le sérum. Donc, pour la voie classique, c'est un inhibiteur C4BP. C4BP qui régule également la voie des lectines et le facteur H qui régule la voie alterne du complément. Et puis, il y a des régulateurs membranaires qui sont présents sur nos propres cellules. Et certains d'entre eux, avec la protéine S qui est sérique, ont plus la capacité d'éviter l'activation de la voie finale commune et la formation du complexe d'attaque membranaire. Et puis 2 d'entre elles, CR1 et MCP, de par leur affinité sur C3b, vont pouvoir lier cette molécule, si elle s'est déposée sur la surface cellulaire, donc de nos cellules, et permettre leur inactivation en C3bi, I pour inactif, par le facteur I. Alors cette inactivation peut se poursuivre grâce également au facteur I et certains des cofacteurs. Donc, pour transformer C3bi en une autre molécule C3dG, puis, grâce aux enzymes tissulaires, eh bien, en C3d. Alors, pourquoi parler de ces petits fragments d'inactivation de C3b qui restent à la surface comme une cicatrice de cette activation par la voie classique ou la voie alterne? Eh bien, c'est parce que ces C3b et puis ces produits de dégradation sont capables de se lier sur des récepteurs qui sont présents sur les surfaces de nos cellules et principalement sur les surfaces d'origine hématopoïétique. Donc, il s'agit principalement de 4 récepteurs, CR1 pour Complement Receptor 1, donc 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est le nom donné par les complémentologues. Et puis, ils ont des noms de clusters de différenciation que vous connaissez probablement. CD35, CD11B, CD18, CD11C, CD18 et CD21 qui est principalement associé au BCR sur les lymphocytes B. Alors, ces récepteurs vont être à l'origine de rôles du complément qui sont un petit peu moins connus, qui sont l'élimination des complexes humains, la phagocytose et la modulation de la réponse immunitaire. Si je reprends un petit peu plus ces récepteurs, donc on retrouve ici CR1 qui est capable de lier C3b et C3bi. Et CR1 est présent à la surface des globules rouges, des monocytes, des polynucléaires neutrophiles, des podocytes qui sont des cellules situées dans le glomérule rénal, des cellules dendritique folliculaire et également le lymphocyte B. Et les fonctions de ce récepteur, eh bien, outre son activité cofacteur du facteur I qu'on vient de voir, eh bien, il participe à la phagocytose et à l'élimination des complexes humains. CR2, lui, est capable de lier tous les fragments d'inactivation, donc C3bi, C3dG et C3d. Il est présent principalement à la surface des lymphocytes B, mais également sur certaines cellules dendritiques et sur des lymphocytes T, certaines cellules épithéliales.
et a un rôle très important dans l'activation des lymphocytes B. Et pour mémoire, c'est aussi le récepteur pour l'infection à EBV. C3BI peut également fixer CR3 et CR4 qui sont présents sur les monocytes, les macrophages, les polynucléaires neutrophiles, les cellules NK et des cellules d'origine macrophagique, les cellules de Kupfer qui sont dans le foie et permettent donc la phagocytose et participent également à l'élimination des complexes humains circulants. Et puis il y a une dernière molécule, CRIG, qui fait partie de la superfamille des immunoglobulines, qui est capable de lier C3B, C3BI et C3C, qui est présent sur les macrophages et les cellules de Kupfer et qui également participe à la phagocytose et l'élimination des complexes humains. Alors pourquoi détailler principalement ces récepteurs sur ce cours-là? Parce que dans les maladies auto-immunes, il y a deux fonctions du complément qui sont primordiales dans la physiopathologie de ces maladies. La première, c'est l'élimination des complexes humains, puisque quand il y a une maladie auto-immune, comme dans le lupus érythémateux disséminé, il y a formation d'énormément de complexes humains qui circulent, et donc pour éviter leur dépôt dans les tissus, il faut qu'ils soient efficacement éliminés. Donc ici, vous avez un antigène qui a été reconnu par des anticorps, qui forment donc un complexe humain, qui va être reconnu par C1Q, donc va activer cette voie classique, former une C3 convertase classique à la surface du complexe humain. Donc il va y avoir opsonisation de ce complexe par des molécules de C3b. Et ces molécules, ces complexes donc, sont toujours circulants dans le sang et vont être pris en charge par les molécules de CR1 présents à la surface de nos globules rouges. Donc déjà, ils ne peuvent plus se déposer, ils sont déjà capturés et ils vont circuler donc, dans le sang sous forme complexée avec CR1. Au cours de ce voyage, CR1 va pouvoir mettre en place son activité cofacteur par le facteur I et donc permettre l'inactivation de C3b. Donc ces complexes humains se retrouvent opsonisés cette fois-ci par du C3BI. Et dans la circulation, quand ils vont arriver au niveau du foie, ces complexes vont pouvoir être pris en charge via le lien à C3BI par les récepteurs CR3 et CR4 qui sont présents à la surface de ces cellules d'origine macrophagique et qui sont présentes dans le foie et donc vont phagocyter ces récepteurs et permettre leur destruction définitive. Donc ça, c'est le premier rôle important pour les maladies auto-immunes et principalement le lupus. Le deuxième rôle, c'est que le système du complément participe également à l'élimination des débris cellulaires et des corps apoptotiques. Et ce rôle doit avoir lieu sans déclenchement d'une inflammation pour qu'elle se fasse dans de bonnes conditions. Donc en fait, ces corps apoptotiques vont être capables d'être reconnus spécifiquement par C1Q. Via cette fixation de C1Q, eh bien, il va y avoir une activation par la voie classique à nouveau et il va y avoir opsonisation de ces corps apoptotiques par des molécules de C3b. Mais ces corps apoptotiques ont également la capacité de fixer d'autres molécules qui, cette fois-ci, vont être des molécules de régulation du complément, comme par exemple le facteur H. C4BP a également une affinité pour les corps apoptotiques et les produits dérivés de l'ADN. Donc, nous allons avoir ce facteur H qui, grâce à son affinité pour le corps apoptotique, mais également pour C3b, va pouvoir se lier de façon importante et donc pas former de complexe d'attaque membranaire, mais plutôt participer à la transformation de C3b en C3BI qui a sauté et la prise en charge via le récepteur CR3 par les polynucléaires neutrophiles et donc permettre l'élimination de ces corps apoptotiques sans qu'il y ait induction d'inflammation. Donc il n'y a pas de libération de ces 5A, par exemple, dans ce cadre-là. Parce que le complément, c'est une diapo que je vous avais déjà présentée mais qui est importante. Son rôle le plus connu et qui est le rôle néfaste dans les maladies auto-immunes, c'est l'induction de l'inflammation. Et pour cela, il va pouvoir induire l'inflammation via l'opsonisation par C3b qui va permettre la fixation des récepteurs CR1 et CR3 qui sont présents à la surface des polynucléaires neutrophiles. Ceux-ci vont être activés et relarguer des ions superoxydes qui vont participer aux lésions locales tissulaires. La libération de ces 3A et ces 5A
vont permettre la fixation de ces molécules sur le récepteur, C3AR et C5AR, qui vont permettre d'avoir leur activité de chimiotactisme de cellules inflammatoires, donc monocytes, macrophages, polynucléaires neutrophiles, mais également lymphocytes T et lymphocytes B activés, leur faire produire des cytokines pro-inflammatoires, mais également activer les plaquettes et les cellules endothéliales. Et puis enfin, le complexe d'attaque membranaire, qui est capable de destruction, est également capable d'activer les plaquettes et les cellules endothéliales et d'induire l'apoptose de cellules nucléées, y compris le complexe sublytique C5b8. Donc, l'association du complément en pathologie humaine, eh bien, c'est parce qu'on sait qu'il y a des déficits en protéines du complément qui vont être associés avec des pathologies spécifiques, que certaines de ces protéines du complément sont la cible d'auto-anticorps et que, comme je viens de vous le montrer, ce complément participe de façon très active dans l'inflammation au niveau, et donc dans les lésions tissulaires, au niveau des reins, notamment dans le lupus érythémateux disséminé, puis dans d'autres situations pathologiques comme l'ischémie-reperfusion ou le choc septique. Et donc, grâce à la connaissance de ces mécanismes, eh bien maintenant, le complément est la cible potentielle de nouvelles thérapeutiques. Juste le rappel des associations entre déficit en protéines du complément et pathologie, et notamment pour ce qui nous concerne aujourd'hui, cette association entre déficit en protéines précoces de la voie classique et le risque de survenue des maladies auto-immunes. Et bien sûr, il y a les autres associations, l'œdème angioneurotique, la susceptibilité aux infections à méningocoques et à certaines pathologies rénales comme le SHU et les GNMP ou l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Donc, dans les pathologies auto-immunes, finalement, le système du complément a un rôle très ambivalent puisqu'il va agir comme protecteur de ces maladies auto-immunes, puisqu'il va permettre l'opsonisation et l'élimination des complexes humains et des corps apoptotiques, va inhiber leur précipitation et élimine également ces complexes via le CR1 érythrocytaire. Donc ça, c'est très très bien explicité par ces déficits en protéines précoces de la voie classique qui prédisposent au lupus. Par contre, il joue également comme un ennemi vis-à-vis de notre état de santé, puisqu'il va, il va jouer un rôle important pour la mise en place des lésions induites par ces pathologies auto-immunes, en permettant l'afflux de cellules de l'inflammation via la libération de ces anaphylatoxines et induisant également les dépôts de C3b au niveau des tissus. Alors, si on veut parler thérapeutique en maladie auto-immune, eh bien, la thérapeutique maintenant qui marche de façon très importante, c'est l'anticorps thérapeutique anti-CD20. Et donc, cette diapo, c'est juste pour vous rappeler que finalement, cette thérapeutique utilise le complément pour avoir son mode d'action. En effet, cet anticorps anti-CD20 permet l'élimination des lymphocytes B en utilisant la lyse médiée par le complément. Et pour cela, on a plusieurs arguments qui le montrent. D'abord, si on prend un anticorps anti-CD20 qui, au lieu d'avoir d'une IgG1, a une IgG4 d'origine humaine, donc qui va être incapable d'activer la voie classique du complément, eh bien ceci a été fait chez le primate. On n'induit aucune déplétion quand on utilise ce type d'anticorps. Donc ça montre que le complément, l'activation du complément participe à la lyse induite par l'anti-CD20. Ensuite, quand on utilise ce traitement chez des patients, ici c'était chez un patient qui avait développé un lymphome, eh bien quand on fait un dosage des protéines du complément avant son injection anti-CD20 et 2 heures après l'injection, vous voyez que nous avons le CH50 qui est le dosage fonctionnel du complément qui est normal en pré-injection et complètement effondré en post-injection, qui montre qu'il y a une consommation des protéines. Et cette consommation est bien montrée par les dosages spécifiques des protéines C3, puisqu'on voit une diminution ici, et du C4 qui est spécifique de la voie classique et qui est indosable. Par contre, le facteur B, qui est une protéine de la voie alterne, est bien conservé. Donc il y a bien une activation de la voie classique en systémique
suite à une injection d'anti-CD20. Le troisième argument, c'est la souris invalidée pour C1Q. Si on injecte à cette souris un lymphome transfecté avec du CD20, et qu'on injecte ensuite à J1 du rituximab, si on fait cette manip chez des souris contrôle qui donc sont invalidées pour C1Q, eh bien, on voit qu'on n'a aucune survie. Par contre, chez les souris qui ont du C1Q, eh bien, il y a une efficacité complète du traitement. Toutes les souris survivent. Et le dernier argument, eh bien, il a été démontré que quand on injectait l'anti-CD20, eh bien, il y avait une opsonisation des cellules des lymphocytes B, et le nombre de molécules de C3BI a pu être quantifié, et il y a plus de 500 000 molécules de C3BI par cellule qui se retrouvent colocalisées avec le rituximab. Et de même, eh bien, si on augmente l'expression de CR3, on augmente également l'efficacité et l'ADCC induite par le rituximab. Donc il y a bien une coopération entre ce qui est médié via les récepteurs au fragment FC des immunoglobulines qui induisent l'apoptose de la cellule et le système du complément. Alors maintenant, en dehors de cette thérapeutique bien spécifique qui est appliquée dans certaines maladies auto-immunes, eh bien, il y a des nouvelles thérapeutiques qui ont été mises en place. Donc vous avez en bleu des thérapeutiques qui ont été essayées chez l'homme. Donc le premier, c'est le C1 inhibiteur. Et le C1 inhibiteur, en fait, sa première indication, c'est du C1 inhibiteur purifié humain et qui a été injecté chez les patients qui sont déficitaires en C1 inhibiteur, qui présentent un œdème angioneurotique. Et cet œdème angioneurotique induisant un risque d'œdème laryngé et donc un risque de suffocation mortelle, eh bien, sont traités en cas de crise par du C1 inhibiteur purifié. Ça a été également testé avec efficacité dans la prévention de lésions d'ischémie-reperfusion ou dans le syndrome de fuite capillaire. Ensuite, il y a plusieurs molécules qui ont été développées dans le but de réguler les C3 et les C5 convertases. Par exemple, il y a un CR1 soluble, TP10, qui a été essayé, une molécule chimérique CD46, CD55, des anticorps anti-C3 et C5 convertases, deux autres molécules chimériques CR2FH et CR2CRRY sur lesquelles je reviendrai, et un anticorps monoclonal antifacteur B. Ces molécules ont été testées principalement chez l'homme dans des contextes de détresse respiratoire aiguë ou en post-transplantation pulmonaire, en montrant que la durée d'intubation post-transplantation était plus courte chez les patients traités. Nous avons bien sûr cette fameuse molécule, l'anticorps monoclonal anti-C5, avec l'éculizumab qui est donc maintenant à l'AMM pour l'HPN, pour le SHU, le pexeluzumab qui a été essayé en chirurgie cardiaque, et puis l'éculizumab est également essayé dans le contexte de rejet de greffe et dans les glomérulonéphrite membrano-proliférative. Enfin, d'autres molécules ont essayé de cibler la formation du complexe d'attaque membranaire. Et puis, il y a une troisième molécule qui est un petit peptide qui est capable de fixer C3 et de l'empêcher de former des C3 ou des C5 convertases, qui a été essayé dans des modèles animaux, dans le contexte d'allogreffe rénale, circulation extracorporelle, pour regarder l'effet sur l'activation des polynucléaires neutrophiles. Donc, contrairement à ce qu'on fait quand on utilise un anti-CD20, quand on cible le complément dans ces maladies auto-immunes, on va traiter les conséquences, mais pas du tout la cause. Et ça, il faut le garder vraiment dans l'esprit. En effet, donc, si on a une activation par la voie classique ou la voie des lectines, on permet donc la mise en place de l'opsonisation et de l'amplification, une inflammation qui aura lieu grâce à ces 3A, mais en cas d'utilisation de l'anticorps anti-C5 qui se fixe sur cet épitope, je vous le rappelle, eh bien, il n'y aura pas de libération de C5A et surtout, il n'y aura pas de formation du complexe d'attaque membranaire. Donc, c'est cet objectif-là qui est ciblé donc, dans cette thérapeutique.
Et donc, potentiellement, ça peut avoir un effet dans les maladies auto-immunes avec production d'auto-anticorps. Et le premier exemple, eh bien, c'est l'efficacité dans le syndrome des antiphospholipides. Vous savez, c'est un syndrome où il y a des anticorps dirigés contre des phospholipides membranaires, la cardiolipine et la bêta-2-GP1, qui, ces anticorps, induisent un risque accru de thrombose avec une survenue de thrombose veineuse profonde, d'embolie et même de thrombose artérielle. Donc c'est une maladie où le pronostic vital est potentiellement engagé. Eh bien, il y a eu un modèle animal qui a utilisé des IgG provenant de patients anticardiolipines. Et donc ce transfert passif a montré chez la souris qu'il induisait bien une perte fœtale, ce qui est également retrouvé dans le syndrome des antiphospholipides chez les femmes qui sont porteuses de cette maladie, une thrombose et une activation des cellules endothéliales. Et donc dans ce papier de Pirangeli en 2005, ils ont montré si ils injectaient ces anticorps chez une souris wild type, eh bien, ils avaient une taille de thrombie induite significativement supérieure que quand on injecte des IgG provenant du sérum humain normal, et qu'on ne retrouvait pas du tout la même chose si la souris était complètement invalidée pour le C3 ou pour le C5. À nouveau, ils ont refait la même manip, mais cette fois-ci en utilisant un anti-C5, donc l'anticorps murin équivalent du Soliris, de l'eculizumab. Et là, on voit qu'on n'a pas d'induction de thrombus chez ces souris. La même chose a été démontrée secondairement avec l'injection d'IgG anti-bêta-2-GP1 chez le rat. Donc la suite de ces modèles animaux, ça a été d'essayer l'eculizumab dans ce contexte-là. Donc actuellement, c'est un essai de phase 2. Donc l'objectif, c'est la prévention de la thrombose en post-transplantation rénale chez des sujets qui sont insuffisants rénaux terminaux et qui ont présenté un syndrome des antiphospholipides catastrophiques. Donc ce syndrome des antiphospholipides catastrophiques, c'est la survenue en fait de ces anticorps, la présence de ces anticorps avec la survenue d'une insuffisance rénale aiguë par thrombus intrarénal. Donc ce protocole est en cours d'inclusion depuis septembre 2009. Et donc le schéma thérapeutique, c'est une première injection du Soliris à J-1 ou le J0 juste avant la greffe. Donc la transplantation rénale a lieu. Et puis ensuite des doses injectées toutes les semaines avec maximum 5 doses en poste, donc jusqu'à S8 en fait. Donc ce protocole est en cours et pour l'instant on n'a pas de résultat. Marie-Agnès, pourquoi il faut augmenter la dose ? Alors là c'est une question que je me suis posée, je n'en ai aucune idée, j'ai regardé plusieurs fois, alors je n'ai pas toujours remis le schéma thérapeutique, mais dans tous les schémas thérapeutiques, ils augmentent la dose à distance. Alors c'est peut-être lié dans ce contexte de transplantation rénale qu'en même temps ils ont des immunosuppresseurs, donc ils sont dans un état d'immunosuppression intense en post-transplantation rénale. Donc ça serait mi-dose au début. Voilà, alors c'est pas tout à fait mi-dose, mais je me suis posé la question parce qu'il y a d'autres modèles où c'est la même chose. Les premières injections sont à 600 ou 900 et ensuite c'est à 1200 mg par injection alors que ça reste hebdomadaire. Je n'ai pas vraiment d'explication. Là, sur ce cas-là, je me suis dit c'est peut-être la période transplantation rénale où il y a à côté toute une thérapeutique mise en place qui normalement est allégée à distance, mais je n'en sais pas plus. Par contre, il y avait bien un arrêt au bout de la 5e dose d'entretien définitif du traitement. Alors, il y a une autre pathologie, un autre groupe de pathologies qui sont les anémies hémolytiques auto-immunes. Et vous savez qu'il y a différents types d'anémies hémolytiques auto-immunes, principalement deux, de type chaude ou froide, donc avec agglutinine froide. Dans les maladies, les anémies hémolytiques dites chaudes, eh bien, il y a dépôt sur les globules rouges d'IgG et de C3. Et puis, en fait, il y a souvent une spécificité dirigée contre le groupe Rhésus. La spécificité est différente dans le syndrome des agglutinines froides, où on retrouve sur les globules rouges du C3 et des IgM, donc avec une réponse que l'on voit quand la température est inférieure à 30 degrés.
Et puis, il y a le syndrome paroxystique de hémoglobinurie froide, qui est cette fois-ci des IgG. Donc jusqu'ici, le traitement de ce type d'anémie hémolytique, eh bien, ça associe donc des corticoïdes. Chez certains patients, on va essayer d'aller plus loin avec une splénectomie. Des immunoglobulines intraveineuses ont été également essayées. Des hautes doses d'endoxan. Pour le syndrome des agglutinines froides, eh bien, on essaye d'éviter absolument le refroidissement, notamment des extrémités chez ces patients. Et puis, on essaye des drogues cytotoxiques, le rituximab ou des échanges plasmatiques quand le syndrome est important. Alors, le complément dans cette pathologie, eh bien, il agit de deux manières selon qu'il s'agit d'une agglutinine chaude ou froide. Donc, dans le cadre des agglutinines chaudes, eh bien, il y a ces antigènes présents sur les globules rouges, les anticorps vont se fixer, il va y avoir activation par la voie classique et transformation en C3BI, et finalement, le système du complément va jouer son rôle en essayant d'éliminer ce complexe humain via CR3 et les polynucléaires neutrophiles. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est que ce polynucléaire neutrophile va phagocyter partiellement le globule rouge. Donc, il y a des globules rouges qui se promènent avec des petits fragments, des polynucléaires neutrophiles, pardon, qui se promènent avec des petits fragments de globules rouges qu'on appelle hématophagosomes. Et puis, les globules rouges vont avoir une forme de sphérocytes, et ces sphérocytes vont induire en fait des microtrombies dans la circulation, puisqu'ils ne vont plus avoir une membrane aussi malléable dans les capillaires. Dans les maladies des agglutinines froides, c'est tout à fait différent, puisque cette fois-ci, ce vont être des IgM, donc qui vont activer la voie classique, et ces IgM vont être capables d'induire la formation du complexe d'attaque membranaire qu'on peut retrouver sur les globules rouges circulants avant leur lyse directe, puisque bien sûr, finalement, il va y avoir une lyse du globule rouge. Donc finalement, c'est des mécanismes très différents. Alors, il y a eu un papier publié dans Blood il y a 2 ans qui a montré un essai de traitement chez un patient résistant à toute thérapeutique qui présentait une hémolyse à agglutinine froide. Donc, on voit ici, on peut suivre ici son taux de LDH qui était très élevé donc, avant le traitement, avec son taux d'hémoglobine qui, lui, contrairement, eh bien, était diminué, avec bien sûr des transfusions régulières. Et il a été traité donc, par eculizumab, et on voit donc immédiatement la diminution des LDH et l'augmentation de l'hémoglobine NEMI sur un délai relativement long. Donc sur cette base, eh bien, il y a maintenant un essai également de phase 2 utilisant cet anticorps monoclonal qui s'appelle DECAD et qui est ouvert depuis février 2011 et qui est toujours en cours d'inclusion également. Et comment faire la part avec toutes les transfusions? Alors effectivement, là, on voit qu'il y a eu plein de transfusions, mais ça n'empêche que là, il n'y en a plus sur 400 jours. Donc, ça suffit pour me faire la preuve de l'efficacité du traitement. Et puis surtout, les LDH, qui sont le reflet de l'hémolyse, quand il y a des transfusions, ça ne joue pas sur les LDH, puisque les nouveaux globules rouges sont à nouveau détruits, donc les LDH restent élevés. Et là, on voit bien que les LDH diminuent significativement. Alors, la troisième, une autre pathologie qui est la myasthénie. Donc, vous savez que dans la myasthénie, il y a production d'auto-anticorps dirigés contre les récepteurs à l'acétylcholine, qui sont à l'origine, en fait, soit d'un blocage du récepteur qui n'est plus capable de transmettre le signal en post-synaptique et donc qui induit une faiblesse musculaire. Mais également, il y a une dégradation accélérée de ce récepteur à l'acétylcholine. Et plus que ça, certains papiers ont montré qu'il y avait une destruction post-synaptique par l'activation du complément, avec, on retrouve donc des dépôts de C3b et de C5b9, et puis chez les souris invalidées en C3, alors déplétées en C3 sur ce modèle-là, mais invalidées en C5 et en C4, il y avait une atteinte beaucoup moins sévère. Et par contre, si les souris étaient invalidées pour les protéines régulatrices membranaires CD55 et CD59, eh bien, les atteintes étaient beaucoup plus sévères. Donc ici, c'est un modèle d'étude
où ils induisent cette myasthénie chez le rat en utilisant un anticorps monoclonal en antirécepteur à l'acétylcholine, associé ou non à un anti-C5. Et donc, les résultats ont montré donc, une diminution du score clinique chez les rats qui ont été traités, mais également une protection de l'induction de la maladie si l'anticorps avait été injecté avant l'administration de l'anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur à l'acétylcholine. On a retrouvé également une diminution des dépôts de C9, mais pas de C3b, puisque c'est logique, puisqu'on arrive après les C3 convertases, on arrive au niveau de la C5 convertase. Et puis, il y a également une diminution des destructions histologiques et de l'infiltrat. Donc, à nouveau, sur cette base, eh bien, il y a une étude en cours qui va utiliser l'éculizumab, qui est pour l'instant également une phase 2, qui va regarder plus l'intérêt dans l'absence d'événements secondaires, mais également l'efficacité chez des patients qui ont une myasthénie généralisée réfractaire. Donc, c'est chez les patients qui ont déjà eu plusieurs immunosuppresseurs. Et en fait, si on regarde les critères d'inclusion, eh bien, il faut qu'ils aient au moins eu 2 immunosuppresseurs classiques, donc stéroïdes, endoxans, Cellcept, par exemple, pendant l'année qui précédant le traitement. Donc, avec des critères d'exclusion qui sont cette fois-ci assez bien décrits, donc absence de thymome ou d'évolution carcinogène de ce thymome, absence de thymectomie dans les 12 mois précédant le début de la maladie, enfin la mise en route du traitement, et puis également l'absence d'utilisation d'échanges plasmatiques, l'absence d'utilisation d'immunoglobuline intraveineuse dans les 8 semaines avant l'inclusion, de l'utilisation de l'étanercept et également de l'utilisation du rituximab dans les 6 mois précédant l'introduction du traitement. Également, il faut que ce soit des patients qui ne soient pas en crise. Donc, on attend à nouveau ces résultats, mais vous voyez qu'ils ont bien éliminé le rituximab parce que, d'abord, pour pouvoir faire bien la part des choses entre ces traitements et l'infopénie B, mais également, on a un doute sur l'efficacité du rituximab chez des patients qui auraient été préalablement bloqués par l'anti-C5, puisqu'il n'y aurait plus de lyse médiée par complément pour induire la lymphopénie B. Un autre exemple, c'est l'épidermolyse bulleuse auto-immune. Vous savez que c'est une pathologie auto-immune où il y a des dépôts d'anticorps au niveau des jonctions intercellulaires de l'épiderme qui induisent un décollement en fait, de cet épiderme et donc avec la survenue de ce type de bulle et surtout une cicatrisation très très difficile. Et donc ici, c'est un modèle animal par transfert passif avec des anticorps anti-collagène 7. Et donc, si on injecte ces anticorps, on retrouve bien cette séparation du derme et de l'épiderme comme dans la maladie humaine. Et on retrouve les dépôts locaux d'IgG, donc les anticorps ont bien été se poser, et de C5b9. On retrouve également un recrutement des leucocytes sur les lésions. Et par contre, si on injecte des FAB'2, donc qui n'ont pas le fragment FC des immunoglobulines anti-collagène 7, eh bien, on n'induit pas la maladie. Et donc, dans ce papier, eh bien, ils ont fait la même chose chez une souris invalidée pour l'anti-C5. Ils ont montré qu'il n'y avait invalidé pour C5. Ils ont montré qu'il n'y avait pas de lésion cutanée, qu'on retrouvait bien les dépôts locaux d'IgG, mais pas de C5b9. Donc, cette maladie semble être médiée uniquement par C5b9 et pourrait être potentiellement une bonne indication à utiliser le Soliris dans cette indication. Alors, une autre maladie qui a été également étudiée dans les modèles animaux, qui est la polyarthrite rhumatoïde induite. Donc, cette fois-ci, ils injectent des anticorps anti-GP G6 phosphoisomérase, qui est un antigène ubiquitaire, mais cette injection induit une synovite et des arthrites destructives. Donc, ils ont injecté ces anticorps dans tout type de souris.
et notamment chez des souris qui ont été invalidées pour plein de protéines du complément. Donc on a pu faire une espèce de cartographie des protéines du complément qui potentiellement sont impliquées dans les mécanismes physiopathologiques des lésions. Et ce que l'on peut noter, c'est finalement quand on injecte ces anticorps chez les souris invalidées pour C5 ou au récepteur AC5A, eh bien on n'induit absolument pas la maladie. Donc avec un score complètement nul chez ces souris, avec une modulation de la voie alterne qui est un petit peu plus faible, puisqu'on voit qu'on a moins de souris atteintes chez les souris invalidées pour C3 ou le facteur B, avec un score clinique qui est plus faible, mais une efficacité moins importante. Donc, quel est ce récepteur AC5A ? Eh bien, s'il y a, notamment dans un cas de sepsis, mais s'il y a une activation du complément, on l'a vu, il y a relargage de C5A. Et C5A va pouvoir médier plusieurs rôles. Donc, notamment via ces récepteurs, et bien sûr les lymphocytés, on a vu qu'ils peuvent augmenter l'apoptose, induire le chémiotactisme, donc des polynucléaires neutrophiles, et avec une diminution potentiellement, dans le cas du sepsis, quand il y en a beaucoup, de l'efficacité de la phagocytose. S'il y a en plus du LPS, eh bien, les macrophages, via leurs récepteurs AC5A, vont induire une production de cytokines pro-inflammatoires et permettre donc l'inflammation. Également le même effet sur des cellules épithéliales et endothéliales avec une augmentation de la perméabilité vasculaire. Et en fait, il y a plusieurs récepteurs AC5A, ce qui fait que sur les premières études, il a été très difficile de montrer, puisqu'une étude était très contradictoire à l'autre. Nous avons deux récepteurs AC5A, le CD88, qui est spécifique de C5A, contrairement à son collègue qui est C5L2, et qui peut également fixer les produits de dégradation de C3A et de C5A. La signalisation est différente. Il y en a un qui utilise la voie des protéines G et l'autre la voie des MAP kinases. Et le phénotype des souris invalidées pour l'une ou l'autre des récepteurs est complètement opposé, puisque dans l'un, on a une protection de l'atteinte aiguë pulmonaire et que dans l'autre, on a au contraire une augmentation des lésions tissulaires dans le même modèle. Donc ces deux récepteurs, les voici représentés. Donc ils ont 35% d'homologie. Par contre, ils ont des différences au niveau des molécules de signalisation, des sites de signalisation qui ont été identifiés, ici en bleu et en rouge pour le C5L2. Donc ils vont fixer le C5A, ici le récepteur AC5A, et c'est ce qu'on voit pour CD88, donc avec la voie des protéines G et donc la voie de signalisation qui utilise les phosphokinases et également la voie des protéines AKT. Et finalement, donc, C5A peut avoir un rôle tout à fait paradoxal. Si on a une production limitée et locale de C5A, on va pouvoir activer les neutrophiles et les macrophages, permettre l'initiation de la réponse innée et puis augmenter la phagocytose et le chimiotactisme et puis également donc avoir une bonne efficacité de la réponse immune innée, également via les cellules endothéliales avec une augmentation de la P-sélectine, la production d'IL-8 et d'IL-6 et d'une activation des polynucléaires neutrophiles. Donc tout ça est le côté positif de C5A, donc quand il est bien régulé. Par contre, quand il y a un essai de production de C5A, on va avoir des effets paradoxaux, donc un peu comme pour l'IL2 ou toutes les cytokines. Donc dans le polynucléaire neutrophile, il va avoir une paralysie en fait, des voies de signalisation et finalement avoir une mauvaise efficacité des neutrophiles. Sur les macrophages, eh bien, ils vont leur faire induire une augmentation des productions des cytokines et donc une inflammation non contrôlée
qui serait à l'origine des atteintes multiorganiques. Sur la cellule endothéliale, également production de tissus facteurs et activation de la voie de la coagulation et peut induire donc une coagulation intravasculaire disséminée. Et au niveau des lymphocytes T, eh bien, en augmentant la production du récepteur AC5A, eh bien, activer les voies des captases et induire l'apoptose des lymphocytes T et donc induire une immunodéficience. Donc, ces récepteurs aux protéines AC5A maintenant sont la cible et sont en train d'être beaucoup plus étudiés pour pouvoir être utilisés en pathologie. Donc, parmi ces pathologies, il y a les vascularites à ANCA. Donc, depuis plusieurs années, puisque depuis 1976, on sait qu'il y a une implication du complément sur ces vascularites, même si on n'a pas de modèle de vascularite à PR3, c'est bien connu dans les vascularites à myéloperoxydase, donc avec une implication du complément par stimulation donc, des polynucléaires circulants, également donc, avec une atteinte de la voie alterne, et sur ces dernières années, eh bien, avec une implication du récepteur au complément. Et donc récemment, il y a une revue qui reprend toutes ces données sur la physiopathologie des ANCA, donc avec un événement déclenchant qui peut être une infection. On sait qu'il peut y avoir, suite à une infection par hépatite B pour les MPO ou suite à des endocardites pour les PR3, une activation systémique qui va induire une augmentation et une activation des lymphocytes T périphériques qui vont être capables de former des granulomes, mais également de former des sites d'initiation de la réponse secondaire dans des organes tertiaires. Et donc activer via les lymphocytes B, leur faire produire ces fameux anticorps dirigés contre la myéloperoxydase ou la protéinase 3. Et c'est là où le complément va intervenir, puisqu'il va y avoir in situ formation de complexes humains, donc activation du complément, mais également relargage de ces 5A qui vont permettre d'activer les polynucléaires neutrophiles via notamment le récepteur AC5A. Donc sur cette base physiopathologique, eh bien, à nouveau, il y a un autre protocole en cours qui va utiliser l'éculizumab. Donc, cette fois-ci, l'éculizumab est proposé en addition d'un traitement conventionnel chez des patients qui ont une vascularite à ANCA active pour regarder si ça permet d'avoir une diminution plus rapide de la symptomatologie. Donc, c'est une des premières études où on va comparer un traitement. Donc ici, c'est une comparaison traitement conventionnel et traitement conventionnel plus éculizumab. Ce qui est étonnant quand on va sur le site des clinical trials, c'est qu'il n'y a aucune étude qui va comparer le Soliris, l'éculizumab, vis-à-vis d'un autre traitement, complètement un traitement conventionnel. C'est soit en plus, soit contre placebo, mais il n'y a pas encore d'études qui font une comparaison avec deux traitements. Donc cette fois-ci, les critères d'inclusion, ça va être des patients qui ont une glomérulonéphrite à ANCA active, avec un contexte d'ANCA positif en ELISA. Et dans les critères d'exclusion, eh bien, on va retrouver des patients qui sont en insuffisance rénale sévère, donc pour lesquels il est peut-être trop tard de se dire qu'on va pouvoir méduler la réponse. Des patients également qui ont une hémorragie sévère qui demandent qu'il y ait une ventilation ou la mise en place d'échanges plasmatiques. Des patients qui doivent avoir suffisamment de polynucléaires neutrophiles pour éviter que, en plus de leur neutropénie, ils aient un blocage du complément dans le but d'éviter des complications infectieuses. Il ne doit pas y avoir non plus de traitement avec anticorps monoclonal dans les 6 mois précédents. Et il ne doit pas y avoir non plus une lymphopénie B induite au rituximab si le traitement datait de plus de 6 mois.
Et ils ont éliminé également les patients présentant des infections à hépatite B, hépatite C, HIV, tuberculose, syphilis ou qui présentent une infection virale ou bactérienne active. Ça, c'est logique. Éviter de bloquer le complément dans ces situations-là. Donc, on n'a pas non plus encore, c'est un protocole toujours en cours. Alors, une autre thérapeutique, ce serait d'utiliser un peptide antagoniste au récepteur AC5A. Donc ce peptide existe, il s'appelle 3D53 et pour l'instant il a été essayé que dans des modèles animaux. Donc vous avez la liste type de modèles animaux et on va retrouver donc des maladies auto-immunes donc sous forme d'arthritis, la perte fœtale, les glomérulonéphrites. On retrouve aussi les maladies à complexes humains. On retrouve des maladies inflammatoires digestives, également le lupus, la néphrite lupique. Donc pour l'instant, toutes ces études ne sont pas publiées, mais il existe de bonnes efficacités et notamment, vous verrez qu'il y en a beaucoup où on peut avoir une administration orale, ce qui est quand même donne un bon avenir pour ce type de traitement. Ah, donc il y a un exemple effectivement où on a ciblé uniquement le récepteur AC5A. Donc cette fois-ci, on peut avoir formation du complexe d'attaque membranaire. On ne régule que le récepteur AC5A. On le bloque. Donc c'est dans un modèle de lupus érythémateux disséminé chez la souris MLR-LPR qui donc développe des anticorps antinucléaires avec une consommation du complément et une atteinte rénale. Donc ils ont montré dans ce modèle que si on inhibait l'activation C3 et C5, eh bien, on avait une réduction de l'atteinte rénale et une augmentation de la survie de ces souris. Et ils ont montré également qu'on pouvait avoir une augmentation de l'expression au récepteur AC5A. Donc ils ont fait l'option de bloquer ce récepteur donc avec ce peptide. Et ils ont montré que chez les souris traitées, eh bien, on retrouvait une diminution de l'infiltration cellulaire rénale par les polynucléaires neutrophiles et également par les macrophages. Et cliniquement, eh bien, ces souris traitées ici ont une augmentation de l'urée qui est moins élevée que chez les souris non traitées. Alors, une autre molécule qui cible cette fois-ci plus le C5, mais qui cible la voie alterne. Donc, ça a été développé par une petite société qui s'appelle Taligen et qui a été rachetée il y a 1 an par Alexion. Donc, la même boîte qui fait le Soliris, comme ça, il n'y a plus de compétition possible. Donc, cette molécule est une molécule hybride composée des 4 premiers SCR du CR2, donc ce récepteur qu'on a vu tout à l'heure qui est présent, qui est capable de lier ces 3D. Et les 4 premiers SCR, les 5 premiers SCR du facteur H, qui portent donc l'activité de régulation du complément à la surface. Donc cette molécule, on la voit ici. Donc quel est l'objectif de cette molécule? Eh bien finalement, c'est de réguler le complément pas en systémique, mais in situ, là où a eu lieu l'activation. C'est ça la particularité de cette approche. Donc, on a le complément qui a été activé, et puis il y a une inactivation qui a pu être faite, et il reste sur la surface des tissus du C3D. Eh bien, l'objectif, c'est d'aller cibler ces molécules de C3D via CR2 et d'induire localement la régulation pour essayer de stopper donc, cette activation in situ sur le site où a eu lieu l'initiation de cette activation du complément. Donc ça, c'est un test qui a été effectué donc, par Taligen, qui montre l'efficacité dans la régulation de la voie alterne du complément. Donc c'est une inhibition de cette activité. Donc on voit l'inhibition induite par le facteur H tout seul, en jaune, l'inhibition induite par le CR2, en tout cas, ces fragments DSCR 1 à 4, et l'inhibition très augmentée induite par le TT30.
Alors, forte de ces résultats, eh bien, ils ont essayé cette molécule dans un modèle d'arthrite chez la souris, induite par des anticorps anticollagènes, comme on l'a vu précédemment. Donc, il faut savoir qu'il y a une autre molécule qui est présente chez la souris, c'est CCRY, qui n'a pas l'équivalent chez l'homme, qui est une molécule qui ressemble à CD46 chez l'homme et CR2, et donc et facteur H, c'est une espèce de mélange des deux. Et donc, chez la souris, ils essayent systématiquement aussi cette protéine de fusion CR2-CCRY. Et donc, ce qui montre, eh bien, c'est qu'il y a chez les souris non traitées, eh bien, une infiltration par du C3 au niveau du cartilage et du synovium des articulations traitées, et que par contre, on voit une diminution significative de cette infiltration de C3b chez les souris traitées. Ceci est associé cliniquement avec un délai dans le survenu des premiers signes d'arthrite chez les souris traitées, mais également avec une atteinte clinique qui est beaucoup plus faible par rapport aux souris non traitées. Alors, un deuxième exemple de l'utilisation de cette molécule, cette fois-ci, c'est dans à nouveau l'atteinte rénale de la souris MLR-LPR, donc qui a été publiée dans Arthritis. Et donc, on voit qu'il y a chez ces souris donc, un défaut, une diminution donc, de l'infiltration par les IgG au niveau rénal, par le C1q, mais également par le C3. Ici, nous avons à chaque fois les souris non traitées. On peut le voir également en immunofluorescence, donc les dépôts locaux sur les glomérules atteints. Et puis, ils ont dosé également les immuns complexes circulants et montré que chez les souris traitées par cette molécule, eh bien, il y avait une diminution de ces immuns complexes circulants, que le taux de C3 est également réaugmenté, donc il y a une régulation de cette activation systémique de la voie classique du complément également, qu'il y a une diminution également des anticorps anti-ADN chez les souris traitées, et également une augmentation de la survie de ces souris. Et enfin, alors ce qui est encore relativement récent, c'est se dire, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas cibler, puisque finalement on revient pour essayer de mettre un plâtre, mais on n'est pas à l'origine de la fracture, donc il faudrait peut-être voir si on ne pourrait pas arriver à cibler directement la cause de la maladie, donc la réponse adaptative, en jouant sur le complément. Alors de plus en plus, il y a des papiers qui montrent que ces molécules membranaires, ces récepteurs membranaires interviennent dans la réponse et dans la modulation de la réponse spécifique, et notamment dans ce papier où il montre que CD46 est capable d'induire un switch en fait, des lymphocytes T CD4 qui se mettent, s'ils sont stimulés via CD46, concomitamment avec d'autres stimulations. Ici, il y a l'anti-CD3, ici, c'est également anti-CD3, et dans le papier, il montre aussi des stimulations par IL-2. Eh bien, ils arrivent à induire une augmentation de la sécrétion de l'interféron gamma, mais surtout une augmentation de la sécrétion de l'IL-10. Donc ici, c'est sur des sujets sains. Et ils ont fait la même chose en prenant des lymphocytes T CD4 issus de patients qui présentent une polyarthrite rhumatoïde, ou chez des patients chez des lymphocytes T CD4 issus du liquide synovial de patients présentant une polyarthrite rhumatoïde. Et ce qui montre, c'est que chez les patients donc, avec une polyarthrite rhumatoïde, si on compare au ILSI donor ici, eh bien, ils n'arrivent pas du tout à faire induire cette sécrétion d'IL-10 observée chez les sujets normaux. Par contre, on induit bien une augmentation de l'interféron gamma. Et ils ont également essayé de stimuler les lymphocytes
CD4 des patients qui ont un déficit homozygote en CD46, qui existe dans la littérature puisque c'est associé notamment à un risque de développer le syndrome hémolytique et urémique, eh bien, ils n'arrivent absolument pas à faire induire cette sécrétion de cytokine qui est, vous le savez, une cytokine anti-inflammatoire qui est plutôt, donne un phénotype de régulateur. Ici, c'est une revue tout à fait récente qui montre qu'effectivement, il devrait être possible sous peu de cibler la réponse adaptative via le complément et ses différents récepteurs. Et donc, il montre notamment ce qui se passe sur la cellule CD4, en montrant que donc, ces CD4, sous l'influence d'une production probablement locale de C3A et C3B, peut activer CD46, avoir un espèce d'effet autocrine. Cet effet autocrine a également un effet sur la diminution d'expression de DAF et de CD59 pour permettre cette activation tout à fait locale. Donc, via cette libération, il peut y avoir une stimulation des récepteurs C3A et C5A et une augmentation de l'expression des récepteurs de type Notch. Donc, il montre qu'en ciblant le complément, eh bien, on peut arriver à induire, à moduler la réponse spécifique. Mais donc, ce tableau reprend tout ce qui a été décrit dans la littérature chez l'humain et chez la souris. Donc également avec les récepteurs CR1, donc CD46 que l'on a vu, CD55 qui induit la prolifération, mais également la sécrétion d'IL10 et GM-CSF, CD59 qui peut co-stimuler et induire également la prolifération des lymphocytes T, et inhiber par contre au niveau des CD4. Et pour l'instant, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'études qui vont montrer l'effet des récepteurs C5A et C3A. Et également, via C1Q, il y a une modulation qui est également possible. Donc, au-delà de l'anti-C5, dans les maladies auto-immunes, le complément ouvre des possibilités thérapeutiques qui vont être maintenant ciblées l'initiation de la maladie et même le background génétique du patient. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ouais, excuse-moi. Oui. Savoir, le modèle, c'est toujours de la souris. Oui. Et similitude au niveau de la souris par rapport au développement humain, qui se rapproche à l'homme. Alors, c'est un petit peu la difficulté, ce type de modèle. C'est pour ça que ce tableau-là, je trouvais, était intéressant, parce qu'on retrouve bien ce qui a été montré chez la souris et chez l'homme. La principale complication dans les modèles murins, c'est la présence de ce CRY chez la souris, qui est une molécule qui n'existe pas chez l'homme, qui a les fonctions de deux autres molécules humaines, et qui donc rend les choses un petit peu difficiles. Néanmoins, pour tout ce qui est récepteur AC5A, etc., les modèles ont montré quand même une bonne similitude par rapport à ce qui se passe chez l'homme. Mais pour ces récepteurs, je pense que le problème, ça va être ça. Alors, il existe maintenant des souris qui vont être transgéniques. Les souris deviennent de plus en plus compliquées et humanisées pour pouvoir permettre de répondre à ces questions spécifiques. Mais par exemple, tout le travail sur CD46 a été fait autant chez la souris que chez l'homme. Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est merveilleux. Donc on va arrêter.